Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous d'information sur la télévision interactive. Les titres de ce 6 août 2021. Le Premier ministre Christophe Dabiré a présidé ce matin la première session du comité de coordination et d'orientation de l'initiative présidentielle IP. Le bilan de cette démarche du président du Faso a été fait avec validation du plan de travail. Une autre validation ce jour, c'est celui du projet du document de base des assises nationales de l'éducation nationale. Il a fallu 72 heures de travaux pour en arriver à ce document qui constituera une base pour l'organisation des assises régionales et nationales de l'éducation nationale. À Bobo Dioulasso, nous vous enverrons au secteur numéro 17 de la ville pour vous faire partager le calvaire des habitants de ce quartier. Un tourment qui se traduit par une forte dégradation des voies dues au ruissellement des eaux de pluie et à l'absence de caniveaux. Avant de développer ces titres, retenez que la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu provisoirement l'extradition de François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Dans un bref communiqué paru dans l'après-midi de ce vendredi, la Cour européenne des droits de l'homme explique que ce type de mesure provisoire ne s'applique que lorsqu'il y a un risque imminent de dommages irréparables. Vous connaissez tous certainement l'initiative du président du Faso lancée le 17 juin dernier et dénommée « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Eh bien, ce vendredi 6 août 2021, le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, a présidé la première session du comité de coordination et d'orientation de l'initiative présidentielle IP. Au cours de cette rencontre, les membres du dit comité ont fait le bilan de l'avancement du projet. Ils ont aussi validé la feuille de route et le plan de travail a soumis à leur appréciation. Mamidriana Kamabou. C'est ce comité qui est chargé de définir les orientations stratégiques de l'initiative présidentielle, assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Il s'est agi au cours de cette rencontre de faire le bilan de l'avancement de cette initiative, valider la feuille de route et élaborer un plan de travail. Cette initiative va fédérer l'ensemble des initiatives qui se trouvent au niveau des différents ministères pour aller vers les cantines scolaires. Faire en sorte que dans chaque localité, on puisse permettre aux cantines scolaires de répondre véritablement à leur rôle, mais également faire en sorte que les familles vulnérables puissent produire plus et pouvoir nourrir l'ensemble des enfants. Selon le ministre en charge de l'agriculture, environ 18 milliards de francs CFA sont mis chaque année à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour ravitailler les cantines scolaires. Cette rencontre a permis aussi de tirer des enseignements par rapport à la mise en place des cantines scolaires. Qu'est-ce qu'on peut améliorer et faire en sorte qu'il y ait un impact dans l'utilisation des fonds annuels qui est doté pour les cantines scolaires. Cette initiative doit permettre à chaque ministère, que ce soit le ministère de l'Agriculture, qui va mettre en place des modèles agricoles, c'est-à-dire 10 modèles dans chaque commune, pour permettre que ce soit le ministère de l'élevage, qui va permettre le développement de l'élevage, et le ministère de l'Environnement, les produits forestiers non liés, tout ça va contribuer à pouvoir créer des repas équilibrés pour permettre aux enfants de se nourrir. La secrétaire permanente de l'initiative présidentielle s'est félicitée pour sa part des recommandations et orientations données par le chef du gouvernement. L'initiative est multidisciplinaire, elle est pluridimensionnelle, plurisectorielle. Elle a autour d'elle au moins 15 ministères pour sa mise en œuvre. Il faut déjà saluer le lancement de l'initiative et aujourd'hui la tenue du premier COS qui donne à la SP le quitus de pouvoir dérouler sa feuille de route et son PTBA. Cette initiative, selon Salifou Traogo, sera d'abord expérimentée dans 15 provinces du Burkina Faso avant de s'étendre à l'ensemble du territoire national.
Le projet de document de base des Assises nationales de l'éducation nationale a été validé par le comité technique national. Les travaux ont pris fin aujourd'hui même après 3 jours de concertation à Ouagadougou. Le projet de document ainsi validé servira de base, comme son nom l'indique, pour l'organisation des Assises régionales et nationales de l'éducation nationale. Reportage de Fatimata Nikiema. Ces acteurs de la communauté éducative, durant 3 jours, ont mis leurs expertises au service du système éducatif burkinabé. À travers des échanges et des travaux de groupe, ils ont passé en revue le projet de document de base des Assises nationales de l'éducation nationale, chose qui leur ont permis, en tant que membres du comité technique national, de procéder à sa validation. L'enjeu de ce document, c'est de poser le bon diagnostic de notre système éducatif pour en déceler les forces et les faiblesses dans le but de proposer des réponses à même d'améliorer l'efficacité interne et externe de notre école et de proposer une feuille de route de mise en œuvre des dites réponses dans les courts, moyens et long termes, de sorte à ce qu'au sortir des assises nationales, les bases de l'architecture de l'école du futur soient rapidement posées et durablement enracinées. Les conclusions de vos travaux vont permettre d'aller sereinement vers les assises régionales et partant de poser les bases de cette architecture de l'école que nous voulons toutes et tous. Les travaux ont également permis à ces acteurs du système éducatif de faire des recommandations et des amendements. Et c'est un autre comité chargé de l'intégration de ces amendements qui se réunira la semaine prochaine. Selon le ministre en charge de l'Éducation nationale, cet autre comité produira les documents qui serviront de base pour les débats lors des prochaines assises nationales de l'éducation. Et je pense qu'au moins 2 semaines, sinon 3 semaines avant les assises, tous les participants concernés auront à leur disposition les documents de travail de façon à ce qu'ils aient tout le temps nécessaire pour les examiner, pour se préparer afin de venir au débat. Parce que notre objectif, c'est de sortir de ces assises nationales avec donc une feuille de route, avec des recommandations, avec donc des actions à mettre en œuvre pour réinventer notre système éducatif en lien avec 3 défis majeurs, le défi sécuritaire, le défi sanitaire et le défi socio-économique que nous connaissons dans notre pays. Ces documents accompagnés d'un rapport en rédaction seront soumis en Conseil des ministres avant le choix des dates de la tenue des assises régionales et nationales, selon Stanislas Ouaro. La cérémonie de clôture des travaux du comité technique national a aussi servi de cadre pour le service de communication du ministère de présenter aux participants le site internet des assises nationales de l'éducation qui est en conception. La Coalition nationale de l'éducation pour tous œuvre à une plus grande implication de la jeunesse burkinabé dans la sphère politique. Avec l'appui de Oxfam, elle a initié dans la matinée de ce vendredi 6 août une rencontre de plaidoyer auprès des partis politiques. Cette rencontre est à inscrire au compte du projet Jeunesse, éducation à la citoyenneté active et égalité des genres. Ami Valiant avec la voix de Alice Ouedraogo. Définir une stratégie de plaidoyer pour une prise en compte du quota jeune sur la liste électorale lors des élections municipales à venir, c'est tout l'enjeu de cette rencontre initiée à l'intention des partis politiques. Un plaidoyer qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme YEG de la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Aujourd'hui, nous avons demandé, en tout cas à rencontrer les partis politiques du Burkina Faso, majorité, opposition, toute diversité confondue, pour qu'on puisse plaider afin que les jeunes puissent participer activement dans la vie politique en étant inscrits sur les listes électorales au niveau des communes de notre pays. Donc c'est pour plaider avec les partis politiques pour qu'ils mettent en place des mécanismes qui permettent de prendre en compte l'établissement d'inscription des jeunes dans leurs différentes structures, dans leurs différents partis, afin qu'ils participent aux compétitions politiques. En plus des représentants des jeunes et de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina, cette rencontre a connu également la participation des partis politiques de la majorité du CEFOP et de l'ONA, qui sont des cibles principales de cette activité. Pour les représentants de ces partis politiques, les attentes au sortir de cette rencontre sont énormes. Nous étions très émus de recevoir cette invitation, d'autant plus qu'au niveau de l'opposition, on fait la promotion de la jeunesse
Et toute initiative qui rentre en compte, qui prend en compte la jeunesse, nous adhérons. Donc nous sommes venus ici pour participer effectivement et transmettre aux différents responsables de nos partis politiques pour que effectivement les jeunes soient non seulement pris en compte et être accompagnés dans les élections municipales à venir. Parce que nous souhaitons avoir aussi des jeunes maires qui puissent aussi booster le développement au niveau des différentes collectivités de notre pays. Parce qu'en tant que jeunes, quoi qu'on dise, c'est nous-mêmes la relève. Donc ça nous intéresse énormément de venir participer à cet atelier. Pour les attentes, nous allons rendre compte à ceux de la PMP également, surtout que les jeunes nous sont pris en compte dans le programme du président de façon actuelle. Donc chez nous, c'est vraiment un honneur pour nous de venir y participer. Les travaux de cette rencontre qui ont débuté ce 6 août vont s'articuler autour des plénières suivies d'échanges. Une rencontre qui a été possible grâce au soutien de l'ONG Oxfam. Il y a quelques jours, nous vous parlions de l'effectivité de la téléconsultation au Burkina Faso. Ce 6 août, cette nouvelle technologie de consultation des patients à distance a été testée pour la deuxième fois. Une patiente du centre hospitalier régional de Dori a pu être prise en charge rapidement par un médecin du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Ce système de consultation à distance est l'œuvre du travail commun entre le ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Sanata Kwanda avec à la voix de Nelly Tapsoba. C'est un deuxième test du système de téléconsultation mis en place par le ministère de la Santé et celui en charge de l'économie numérique. Cette fois, c'est un malade du centre hospitalier régional de Dori qui se fait consulter depuis Ouagadougou par un pédiatre du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Une prise en charge à distance d'une patiente souffrant de douleur suite à la morsure d'un serpent. Cette téléconsultation s'est déroulée sous la supervision du professeur Fla Kouyeta. L'exercice, à mon avis, est assez satisfaisant et ça va permettre à nos jeunes confrères, à nos collègues de Dori, de rapidement prendre les mesures pour sauver ce patient. Ce système va permettre naturellement d'améliorer ce que les collègues de Dori avaient déjà initié comme traitement. Et c'est l'intérêt justement de l'exercice pour que ceux qui sont en périphérie, qui sont souvent sans expérience comme nous, puissent avoir notre expérience pour améliorer la prise en charge des patients qu'ils auront. Le but de cette téléconsultation est de réformer l'offre des soins à l'aide d'outils numériques de pointe pour une amélioration de la prise en charge des patients à distance, à en croire le ministre de l'économie numérique et des postes. Elle envisage doter les différents CHR de ces équipements. L'objectif, c'est d'améliorer l'offre de santé et avec des outils conçus et développés par nous-mêmes. Et donc, nous voulons aller pas à pas et les adapter au fur et à mesure. Avant-hier, un premier exercice, aujourd'hui un deuxième, avec de l'amélioration. Et donc, nous allons continuer amélioration pour que très bientôt, nous puissions avoir au moins tous les CHR qui sont équipés d'équipements et aussi donc les médecins spécialistes. Pour la ministre, cette téléconsultation vient à point nommé car ce système permettra une prise en charge rapide des patients et la diminution des risques d'aggravation de leur état de santé. L'avantage, on l'a vu en visitant aujourd'hui les services de pédiatrie des enfants qui sont malades, des enfants qui sont venus de communes. Et ces enfants auraient pu avoir un meilleur état de santé si, dès la consultation dans leur commune, ils avaient bénéficié de l'avis d'un spécialiste. La ministre Adja Fatimata Ouattara et ses collaborateurs disent se donner toutes les chances pour réussir ce processus d'utilisation du numérique dans le domaine de la santé. Les acteurs du programme d'activité pour le Fonds permanent des collectivités territoriales ont dressé le bilan du plan d'action stratégique 2017 à 2021 à Bobo Dioulasso. Ce point fait aurait permis de voir les failles et les forces de ce plan d'action et de le positionner comme une base à partir de laquelle le plan stratégique à 2021-2026 sera émis. Joseph Koudougou. Cette rencontre se tient dans le cadre du programme d'activité annuel du FPDCT.
Il s'agit ici d'une évaluation du plan stratégique 2017-2021. Une évaluation qui servira de socle pour élaborer un nouveau plan stratégique pour la période 2021 à 2026. Il faut le dire, cette évaluation, c'est une évaluation prospective. C'est-à-dire, c'est de pouvoir mesurer le niveau d'atteinte en fait des résultats qui étaient escomptés dans le plan stratégique 2017-2021. Il s'agissait également de mettre à nu les différentes insuffisances lors de la mise en œuvre justement de ce plan stratégique-là. Et ces insuffisances-là vont nous servir maintenant en fait de boussole et d'orientation pour l'élaboration du nouveau plan stratégique. Et pour le plan de 2017 à 2021, il y a eu des insuffisances notées au cours de la rencontre. Il y a des insuffisances en fait à deux niveaux. Au premier niveau, c'est au moment même en fait de la conception et de l'élaboration du plan stratégique, où à l'évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'en termes d'indicateurs, il y a eu des défaillances en fait dans la formulation, par exemple, de certains indicateurs. Il y a eu également en fait l'absence de valeurs de référence et de valeurs cibles. Au niveau de la mise en œuvre, nous nous sommes rendus compte effectivement que quelquefois il y avait une incohérence entre les activités qui sont programmées et bien entendu les différentes orientations stratégiques qui étaient contenues en fait au niveau du plan stratégique. Cette rencontre a connu l'accompagnement des experts en la matière qui ont exprimé leur satisfaction. Alors, la première appréciation que je vais faire, c'est d'abord saluer l'existence d'un plan stratégique qui existait. Parce qu'on ne retrouve pas ça dans toutes les organisations. Parce que c'est un document de référence qui guide un peu l'action donc, de la structure. Donc c'est déjà une bonne chose. On peut apprécier un plan stratégique, mais le fait que ça existe déjà, je pense que c'est une très bonne chose. Donc bon, nous on sera juste à côté pour essayer par rapport à l'expérience qu'on a eue par ailleurs, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour être en droite ligne dans ce qui a été dessiné. Cette activité est à mettre à l'actif du Fonds national permanent pour le développement des collectivités territoriales. Nous restons avec les acteurs du programme d'activité pour le Fonds permanent des collectivités territoriales et toujours à Bobo-Dioulasso. Ils ont fait une évaluation à mi-parcours du budget. Durant une semaine tout entière, ils ont travaillé à l'adopter, le budget donc aux règles recommandées par le ministère en charge de l'économie. Joseph Koudougou. Fin de retraite des acteurs de la chaîne financière. Il était question pour ces agents de faire une évaluation à mi-parcours du budget. Une activité qui rentre dans le cadre du programme d'activité du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Il s'est agi au cours de cette semaine pour nous de faire l'évaluation à mi-parcours du budget. Mais on a profité également de revoir un certain nombre de documents. En rappel, en fin d'année, c'est-à-dire qu'en décembre 2020, on avait élaboré notre budget sur la base d'un nouveau référentiel qui a été adopté en 2019. Et en mars 2021, une autre circulaire du SG Minefid venait nous rappeler en tout cas de revoir notre nomenclature budgétaire sur la nomenclature budgétaire de 2008. Donc, il fallait revoir en tout cas ce budget-là pour l'adapter suite à cette circulaire. Il y avait des lignes qu'il fallait en tout cas annuler ou revoir. Donc cette activité nous a permis éventuellement à cette occasion de profiter faire ce travail-là pour permettre aux comptables à notre retour de pouvoir éventuellement régulariser un certain nombre d'opérations. Cette révision du budget selon Alassane Ilboudo n'a pas d'impact sur les activités déjà prévues. Et le budget de 6,8 milliards n'a pas été revu à la baisse. Le budget du FPDCT, c'est un budget comme les budgets des autres fonds, qui est composé généralement des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement. Et les dépenses de fonctionnement, c'est généralement les charges du personnel plus les ressources que l'État consent à nous accorder pour le fonctionnement de la structure. J'allais dire que ça n'a pas tellement d'impact parce que la circulaire donnait la possibilité en tout cas de pouvoir réutiliser les crédits tels qu'il convenait.
Mais maintenant, j'allais dire, l'évaluation à mi-parcours, ça permet d'anticiper sur un certain nombre de situations pour pouvoir finir, comme je le disais tantôt, sereinement l'exécution budgétaire de l'année. Après cette retraite des acteurs qui a duré une semaine, les participants ont reçu les encouragements du directeur général du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, FPDCT. Comme annoncé en titre, les habitants du quartier numéro 17 de la ville de Bobo-Dioulasso ne savent plus à quel sens se vouer, confrontés à une dégradation avancée des voies qui s'accentue au fil des années et surtout en saison pluvieuse. Ces habitants redoutent le pire. Ils interpellent une fois de plus les autorités face à cette situation qui pour eux est une porte ouverte à plusieurs autres maux. Les images sont impressionnantes. Vous les verrez donc dans ce reportage de Joseph Koudougou. Pour les habitants de certaines parties de la ville de Sia, saison des pluies rime avec peur et désolation. C'est le cas ici au secteur 17 Sarfalao. Ce canal est devenu le cauchemar des riverains. Un trou qui s'élargit au fil des saisons des pluies face à l'impuissance des habitants du quartier. Ce que je peux expliquer, c'est que c'est un lotissement depuis la Révolution. Aucune trachée, ni fossé, ni... Nous nous sommes débrouillés avec nos terres d'emblée et construire. Présentement, nous avons des difficultés de passage. Bon, mais comme l'eau, de temps en temps, ça augmente. Parce que la voie où l'eau passait, tout est barré. Donc, tout eau là, ça passe par là. Vous voyez. Donc, quand il y a la pluie, les gens, pour pouvoir passer ici, c'est pas possible. Dans ma cour là, mes voisins là, des fois, quand la pluie tombe, c'est devant ma porte que les gens viennent garer leurs mobylettes en attendant que l'eau diminue pour qu'ils puissent passer. L'année passée, le jeune homme qui est tombé ici, le jeune homme est mort. Et le corps s'est retrouvé, le corps est quitté ici jusqu'à Iba Hotel. Face à ce qu'ils qualifient d'inaction des autorités communales, ces riverains se sont mobilisés pour construire ces ponts de fortune. Des efforts qui demeurent insuffisants au regard de l'ampleur de l'érosion. Bon, il y a un entrepreneur qui a été notre voisin. C'est lui qui s'est débrouillé pour faire ces ponts-là, avec des bus, 2 bus, choses qu'on a fait ici. Bon, il s'est débrouillé avec ça. Tout a été conclu par nos manières de faire pour pouvoir passer. Nuit et jour, s'il y a la pluie seulement, des fois, étant des services là, il faut prendre du temps pour pouvoir rentrer. Ou bien, de la cour, il faut perdre du temps pour être en retard. Présentement, comme je suis en retraite, je dis Dieu merci. Mais néanmoins, il y a toujours des difficultés. Au moins solliciter les autorités locales, à défaut de leurs moyens, qu'ils signalent aux centrales, parce que ça fait partie de tout le Burkina. Convaincus d'être des oubliés des autorités compétentes, certains habitants ont préféré vendre leur terrain et quitter le lieu. La cour là, c'était pour un blanc. Mais à cause de l'eau là, le blanc a vendu sa cour et puis parti. Vous voyez le pont en bois là, c'est le blanc qui a fait ça. C'est le blanc qui a fait le pont en bois là. En ce moment, c'était un peu mieux. Mais présentement, tout est parti. Donc, on a demandé s'ils peuvent nous aider pour pouvoir faire le pont. Bon, il y a un entrepreneur qui a été notre voisin. C'est lui qui s'est débrouillé pour faire ces ponts-là, avec des bus, 2 bus, choses qu'on a fait ici. Bon, il s'est débrouillé avec ça. Ce canal a causé plusieurs pertes en vie humaine à en croire les riverains. En plus du danger qu'il représente, ce trou a été également transformé en poubelle à ciel ouvert, exposant les habitants aux odeurs nauséabondes. Et plus grave encore, les habitants dénoncent une atteinte aux bonnes mœurs. Parce qu'à l'heure, nous, on est entourés vraiment par toutes sortes de mauvais yeux. Les gens viennent faire leur dépotoir ici. Bon, si vous-même, vous avez vu ce qui est jeté dans le trou là. Ce sera très difficile que vraiment tu sois à la maison en tant que père de famille. Tes enfants vont venir prendre ces sales trucs là pour gonfler, pour dire que ce sont des ballons gonflables, rentrer chez toi. Tu vas leur dire quoi? Tu chasses les enfants en vain. Dans le quartier, il y a trop d'enfants. Donc c'est parce que c'est délaissé. Ils veulent pas faire des vrais carnivaux là que nous sommes ménagés dans ça. Les chiens morts avec des odeurs nous abondantes. Ta propre cour, tu peux pas t'asseoir. À en croire les habitants, leur plaidoyer pour la construction de ce canal date de plus d'une trentaine d'années.
Ils espèrent que leur cri de cœur sera un jour entendu pour que d'éventuelles pertes en vie humaine puissent être évitées. Projet de partenariat, une délégation de Tam Tam Group Presse a été reçue ce vendredi 6 août 2021 par le chargé d'affaires de l'ambassade de Cuba au Burkina Faso. Les échanges lors de cette rencontre ont porté sur les possibilités de collaboration entre la télévision True TV, la radio Watt FM et les médias cubains. Sanata Siri. Lors de sa visite dans les locaux de Tam Tam Group Presse, une amitié s'est nouée entre l'ambassade de Cuba au Burkina Faso et la télévision True TV. Ce vendredi, c'est une délégation de True TV qui a été reçue par le chargé d'affaires de l'ambassade. L'objectif étant d'échanger sur les futures collaborations entre les médias True TV et Watt FM et des médias cubains. Et je pense que sera une bonne chance pour la formation des spécialistes burkinabés qui fait partie de ces channels pour voyage à Cuba, pour cure d'informations de petite duration. Mais aussi sera une bonne chance pour la diffusion de différents domaines qui sont relationnés avec Burkina Faso, comme la santé, les cultures, le tourisme. Sera une bonne opportunité pour diffuser notre vérité et notre engagement pour renforcer notre lien d'amitié et de solidarité. Le directeur général de Tam Tam Group Presse s'est réjoui pour ce futur partenariat qu'il espère fructueux pour les deux parties. Il a du reste salué le chargé d'affaires pour cette opportunité offerte à la télévision Interactiva et à la radio Watt FM de collaborer avec les médias de son pays. Venant rendre visite ici au chargé de mission cubain, c'est pour nous un nouveau départ que nous voulons lancer avec Cuba, Burkina Faso, mais plus particulièrement les médias cubains et la télévision True TV. Et donc c'est un futur partenariat que nous allons bientôt tisser. Et très prochainement, nous allons faire des émissions ou bien des sujets sur la culture cubaine et vice-versa. Voilà, donc on aura une équipe de True TV qui va s'y rendre, on a une équipe cubaine qui va venir aussi au Burkina Faso pour qu'on puisse ensemble se redécouvrir. C'était également l'occasion pour le représentant de l'ambassade de Cuba au Burkina Faso de partager avec les invités du jour l'histoire politique de son pays, sa culture et son savoir-faire dans plusieurs domaines d'activité. Cette rencontre se veut donc une rampe de lancement d'une longue et fructueuse collaboration entre Tam Tam Group Presse et la représentation diplomatique de Cuba au Burkina Faso. Fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très bon début de week-end à tous sur True TV, la télévision interactive. Bonsoir.